Bonjour, je m'appelle Laurent Arnaud et je suis actuellement directeur du domaine bâtiment au CEREMA. Le CEREMA, c'est un établissement public qui est un grand bureau d'études qui intervient dans 6 domaines, parmi lesquels la mobilité, les infrastructures, les risques naturels, tout le domaine eau, mer, fleuve et le bâtiment que je pilote. L'objectif du CEREMA, c'est à la fois d'être un établissement tourné vers l'État et en appui au déploiement des politiques publiques, ce qui peuvent être les politiques publiques de demain dans chacun des domaines que je vous ai cités. Et donc, moi, j'œuvre au niveau de ces politiques publiques pour le bâtiment. Le sujet des matériaux biosourcés, me concernant, est un sujet sur lequel je travaille depuis de nombreuses années. J'ai été enseignant-chercheur dans un laboratoire et l'un des sujets sur lesquels je travaillais, c'était le comportement des bétons. J'ai commencé à travailler sur le béton cellulaire et puis j'ai travaillé sur les bétons à haute performance, à très haute performance, à ultra haute performance et après, de manière à évoluer, j'ai regardé quels autres types de béton sur lesquels je pouvais travailler. Et ça a été les bétons à très basse performance. Puis, un jour, on m'a proposé de pouvoir intégrer dans ces matériaux des particules issues, coproduits de l'agriculture, donc issues de la biomasse. Et en fait, j'y ai vu un intérêt immédiat d'un point de vue performance parce que l'une des caractéristiques essentielles de ces granulats, c'est d'être poreux et donc léger et déformable. Et c'est une caractéristique qui est complètement différente de l'hypothèse que l'on fait habituellement dans les bétons, où le granulat est l'aspect très solide, très résistant. C'est lui qui confère au béton sa résistance majeure. Un matériau qui est poreux va être un matériau qui va être isolant. Et donc, j'y ai vu un intérêt d'un point de vue thermique, d'un point de vue acoustique, bien sûr en perdant un petit peu d'un point de vue mécanique. Et il y a un phénomène qui nous est apparu comme essentiel, c'est celui des transferts hygrothermiques au sein de ces matériaux. Alors, j'explique rapidement ce que sont ces transferts hygrothermiques. En fait, donc je vous ai dit, le granulat, il est poreux, mais le béton va avoir un jeu de porosité, une gamme de porosité extrêmement grande. Vous avez de la porosité dans le liant, vous avez de la porosité dans le granulat, et puis vous avez de la porosité macroscopique liée à un arrangement imparfait des granulats les uns par rapport aux autres. Ça donne une légèreté relativement élevée du matériau et donc une facilité de mise en œuvre. On sait très bien que l'un des meilleurs isolants que l'on ait, c'est l'air. Bien entendu le vide, mais il est compliqué à obtenir et à conserver. Et l'air est très bien si on arrive à l'empêcher de bouger. Et là, comme le réseau il est microporeux, il est ouvert et de taille relativement faible, on arrive à avoir de l'air qui reste relativement simple et qui ne se déplace pas trop. Ces matériaux ont également la capacité d'échanger de la vapeur d'eau avec l'air ambiant. Et ça, c'est une caractéristique qu'au départ, on n'a pas, je n'ai pas intuité, mais quand on a regardé l'impact de ces transferts sur la thermique du bâtiment, on s'est aperçu qu'il était relativement important. Et donc, ces phénomènes-là vont niveler les variations fortes de température. On a montré en laboratoire qu'un mur de béton de chanvre qui est soumis à un saut de température, en fait, va limiter ce saut de température grandement. Ce n'est pas un effet inertiel, c'est un effet lié au changement de phase de l'eau. Et ça marche aussi bien en condensation qu'en vaporisation. Sur l'aspect thermique, l'isolation est très bonne et les effets hygrothermiques viennent encore améliorer ce bilan global. Dernière propriété, mais qui est tout aussi importante, c'est la capacité d'absorber les sons
effectivement, la taille des granulats, à l'intérieur des granulats et la taille au sein du béton permet d'absorber des sons. Et là encore, on a pu dimensionner pour pouvoir jouer sur la taille des pores et pouvoir faire quasiment des pièges à sons en fonction de la fréquence des sons que l'on veut absorber. Donc, on a une véritable ingénierie des pores qui permettent d'optimiser les propriétés des matériaux biosourcés. Et les matériaux biosourcés dans le cadre de la construction, c'est de pouvoir les stocker sur une grande période. Alors, une grande période, c'est quoi? C'est variable, mais ça peut être 10 ans, ça peut être 25 ans, ça peut être 50 ans, ou ça peut être bien plus. On va avoir une réglementation environnementale dite 2020, elle devait sortir l'année dernière, elle est vraiment en émergence, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura dedans la prise en compte de cette capacité de stockage qui constitue, à mon sens, une évolution majeure par rapport à ce que l'on faisait avant. Avant, on ne travaillait que sur l'analyse nette. On regardait le départ, on regardait la fin, on faisait une soustraction. Si c'était égal à 0, ça voulait dire que ni on gagnait, ni on ne perdait. Mais on oublie simplement que dans le cas de la charpente de Notre-Dame de Paris, ça a été stocké pendant plusieurs centaines d'années. Et cette caractéristique-là, si on ne la prend pas en compte, on perd l'analyse du bilan en tant que tel. Et il me semble essentiel de pouvoir aujourd'hui le prendre en compte, notamment pour ces plantes annuelles. Là, on a du CO2 qui est capté dans un champ de chanvre, de colza, de riz. Là, si on les met dans les murs, c'est stocké pendant 25, moi je pense que ça peut aller jusqu'à 50 ans sans problème. Et sur les bétons de chanvre, on a même des exemples de maisons beaucoup plus anciennes. Et donc, qui montre que cette capacité pourrait peut-être aller jusqu'à plusieurs dizaines, voire une centaine d'années. On apprend par rapport aux expériences qui ont été menées. Donc, intérêt de ces matériaux-là sur leur capacité à stocker du CO2 sur de grandes périodes. Mais je le dis, il ne faut pas oublier le captage. Et ces matériaux-là permettent un captage renouvelé tous les ans. Et donc, l'enjeu, il est majeur par rapport à aujourd'hui, c'est capter du CO2 et pouvoir le stocker. Il y a une très grande diversité de matériaux biosourcés, utilisables, valorisables. Et ça, pour moi, c'est un enjeu incroyablement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de cycles courts de distribution, de s'appuyer sur les ressources locales. C'est un très bon exemple où on va pouvoir avoir localement des matériaux de construction issus de la biomasse facilement valorisables. Et chaque région peut entrevoir de nouvelles ressources et ses propres ressources. Le chanvre, en Champagne, mais quasiment partout en Europe sous nos latitudes, le lin, le maïs, le colza, et puis je parlais du riz et de la balle de riz dans le midi de la France, la filière est en train d'émerger. Donc il y a à la fois un intérêt environnemental, mais aussi des perspectives économiques, des perspectives industrielles de valorisation, et ça me semble très intéressant. Le deuxième point aussi, c'est que en fait, c'est souvent des coproduits de l'agriculture. C'est-à-dire que ce sont des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas valorisées et qu'on va pouvoir valoriser. Mais il faut classer, il faut caractériser ces granulats pour pouvoir en organiser l'interchangeabilité. C'est l'objet d'un programme qui démarre actuellement et qui est financé par l'ADEME, de manière à trouver la bonne caractérisation des matériaux. On a appelé ça la carte d'identité des granulats. Et l'idée, c'est en élaborant une liste de caractéristiques qui nous paraissent
essentiel de les obtenir pour chacun des granulats pour pouvoir ensuite aller vers une norme granulat pour ces granulats biosourcés. C'est ça l'objectif du programme. Le CEREMA est aux côtés des territoires pour regarder comment pouvoir développer ces filières. C'est à la fois assurer l'approvisionnement sur la durée, donc ça peut passer par des contrats avec les agriculteurs, c'est à la fois le déploiement de méthodes de transformation, ce qu'on appelle la première transformation, c'est à la fois le fait d'avoir la caractérisation de ces granulats et puis la mise en relation avec des fabricants de liants de manière à ce qu'il y ait ensuite un produit, mélange entre un granulat et un liant qui puisse être commercialisé. Donc, il y a différentes étapes sur lesquelles le CEREMA peut être aux côtés des territoires pour arriver à développer ces nouvelles solutions pour les matériaux biosourcés avec toutes les qualités dont on a parlé. Il est évident que ces matériaux ont des caractéristiques qui sont particulières. Pour autant, et les exemples de la dizaine d'années que l'on vient de passer le montrent, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez similaires aux matériaux dits traditionnels ou qui peuvent être très facilement adaptés par des professionnels. Et on a des professionnels compétents dans le domaine du bâtiment et il suffit simplement de les accompagner pour expliquer ce que sont ces particularités et comment on peut arriver à les adapter à un cycle de construction classique. Donc pour moi, c'est beaucoup d'informations, de retour d'expérience et un petit peu de formation, effectivement, pour ces professionnels-là. Mais en gros, très rapidement, ils arrivent à s'y mettre. Et pour exemple, les différents types de mise en œuvre des matériaux le montrent. Ces nouveaux granulats, enfin, ces granulats biosourcés, peuvent être utilisés facilement. Mais attention, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Mais c'est vrai pour tous les matériaux. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire dysfonctionner n'importe quel béton. Donc on est exactement dans le même contexte où c'est un matériau qui a des caractéristiques particulières. Il faut que les professionnels en prennent connaissance, expérimentent et très rapidement, sans formation très longue, on est capable de pouvoir utiliser ces matériaux dans le cadre d'une construction classique, voilà, mais avec des matériaux biosourcés. Un grand nombre de performances nous font penser que c'est peut-être les matériaux de demain. Pour moi, l'enjeu majeur, c'est que ce sont des filières industrielles qui peuvent se développer. Et dans le contexte actuel, très particulier, ça peut être un très bel enjeu de relance pour la France. Et dernier point, on a une expérience avérée, importante sur ces matériaux en France et les capacités de déploiement de ces solutions partout sur la planète, bien sûr avec des granulats fondamentalement différents, laissent présager d'un développement extrêmement important, y compris à l'international. Si on est capable de le développer chez nous et de porter le message pour valoriser des ressources, je pense, partout sur la planète, et on travaille aujourd'hui dans le cadre d'un programme de collaboration en Afrique, également en Asie, les possibilités sont extrêmement grande pour le domaine de la construction à l'échelle de notre planète.